Vous le savez sans doute, cette conférence consacrée à la série Nous ne sommes pas les derniers de Zoran Muzic est organisée à l'occasion du don et de l'accrochage d'une des peintures de Muzic de cette série dans la chambre du Duc, au premier étage des collections permanentes du musée, de l'exposition permanente. Et c'est l'occasion à nouveau pour nous et pour moi au nom du musée de remercier ses donateurs, Géraldine et Léopold Meyer, de remercier la galerie Applica Prazan qui a initié et accompagné ce don, de remercier ses commissaires Jean-Claire et Laura Bossy, et de signaler que donc à la librairie se trouve un certain nombre d'ouvrages consacrés à Muzic, que vous pourrez retrouver, ainsi que ceux de notre conférencier du soir, Paul-Bernard Nourreau, qui est historien de l'art et qui est l'auteur d'un ouvrage en 3 volumes, Une histoire de l'art après Auschwitz, dont le 3e volume vient de paraître au début avril. Il était venu au musée présenter son ouvrage au moment de la parution, je crois, du 2e tome. Et c'est lui ce soir qui va donc nous parler de cette série de Muzic. Vous aurez un temps d'échange avec lui à l'issue de la conférence. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joseph. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là ce soir, très honoré aussi d'être là, puisque comme Joseph a eu la gentillesse de le rappeler, le 2e tome de cette histoire de l'art d'après Auschwitz évoque Muzic, mais l'ensemble de ce travail a eu comme élément déclencheur, comme œuvre d'amorce, disons, justement une œuvre de Zoran Muzic que j'évoquerai un peu plus loin, qui ne fait pas partie du cycle Nous ne sommes pas les derniers, autour duquel on va beaucoup tourner ce soir ensemble, mais qui s'inscrit, disons, dans la postériorité chronologique et thématique et formelle aussi. Je vais beaucoup parler de forme ce soir, de la série Nous ne sommes pas les derniers, qui commence au début des années 1970 ici. Alors je vais peut-être commencer de manière un peu scolaire, si vous voulez bien, c'est-à-dire de rappeler quelques dates biographiques. Oui, je vois des gens qui opinent du chef, donc voilà, quelques dates autour de Zoran Muzic, qui est à la fois quelqu'un de connu, oui, c'est bon, quelqu'un de connu et qui n'est pas non plus, je crois, extrêmement connu du grand public, et son parcours lui-même est suffisamment complexe et passionnant et riche pour qu'on s'y attarde rapidement. Donc, comme à la fac, je fais quelques repères chronologiques. Donc, Zoran Muzic est né en 1909. Alors, dans un village qui s'appelle Bukovica, mais qui en réalité appartient à une ville un peu plus grande, une commune, celle de Gorizia. Actuellement en Slovénie, lui-même grandit dans une famille où on parle slovène et italien, mais qui en 1909, comme vous le savez, fait partie de l'empire austro-hongrois. Il étudie, donc c'est une famille de la classe moyenne, une famille d'instituteurs. Lui étudie à l'école des beaux-arts de Zagreb pendant plusieurs années, sous la direction, vous le voyez, d'un peintre croate, Ljubo Babić, ici. Et puis, pour parfaire en quelque sorte sa formation aux beaux-arts, eh bien, il entreprend un grand tour qu'il mène dans plusieurs pays, dont la République tchèque. Il visite Prague, mais ce qui le marque profondément, et peut-être vous doutez-vous des raisons, c'est la découverte de Goya au musée du Prado de Madrid, qu'il visite dans le contexte de tout début, enfin, il rentre un peu précipitamment du fait de l'éclatement de la guerre civile espagnole en juillet 1936. Et puis, il se rend à Venise. Quelques années plus tard, il épousera Ida Cadorine Barbarigo, elle-même peintre, vénitienne. Et il expose à Venise. Il a une sorte de nouvelle révélation. D'un côté, on pourrait dire qu'il y a la révélation négative, pour parler un peu comme Malraux, des peintures noires de Goya au Prado, et puis de l'autre, une révélation positive avec les mosaïques qu'il découvre à Venise. Et sans parler directement des mosaïques, je reviendrai évidemment sur quelques influences vénitiennes ici. Il est arrêté par la Gestapo, interrogé, et puis, selon l'anecdote, en novembre 1944, les agents de la Gestapo auxquels il a affaire lui donnent le choix entre intégrer la Waffen-SS ou bien être déporté. Et Muzic aurait éclaté de rire, ce qui, évidemment, aurait précipité sa déportation à Dachau, où il parvient donc plutôt à la fin
de l'existence du camp, d'où il sera libéré en avril-mai 1945. Il retourne à Venise, et là il se met à l'aquarelle, ce qui a peut-être une autre fonction là aussi, donc en tant que peintre. Il expérimente la gravure à la fin des années 40, au début des années 50. Il remporte le prix de peinture de Paris organisé par la Galerie de France, qui devient sa galerie attitrée à Paris, où il s'installe donc avec Ida Barbarigo. Et pendant environ une décennie, il expose essentiellement des paysages, et notamment des paysages autour de la Dalmatie, qui lui est particulièrement, disons, familier. En 1963, ça vaut d'être noté, il vend quelques-uns des dessins dont j'ai omis de dire qu'il avait réalisé un certain nombre de dessins clandestinement, secrètement, pendant sa déportation à Dachau, et il les vend au Kunsthaus de Bâle. Mais le véritable retour, je reviendrai là aussi sur cette période de latence, le véritable retour des cadavres dans la mémoire visuelle de Zoran Muzic, eh bien, se produit à la toute fin des années 1960, et il expose en 1970 puis en 1971 un certain nombre de gravures, de dessins, de pastels et d'huile sur toile, puis d'acrylique sur toile, autour de cette série intitulée « Donc nous ne sommes pas les derniers ». Cette série, il la reprend au début des années 80, il la retrouve en quelque sorte au début des années 80, et elle devient plus largement connue du grand public en 1995, lorsque Jean Clair expose cette œuvre au Grand Palais, qui est une exposition qui est doublée de surcroît par une exposition à Caen, dans un vis-à-vis avec un autre artiste survivant qui est Miklos Bokor. Et 10 ans plus tard, Zoran Muzic donc décède à Venise. Alors voilà pour les éléments biographiques. À partir de maintenant, je vais essayer d'être un peu moins scolaire et puis donc d'entremêler ces éléments biographiques avec l'analyse des œuvres dans le contexte donc de l'accrochage que vous pouvez voir, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà vu dans la Chambre du Duc, donc au sein des collections permanentes du musée, avec un certain nombre d'autres dessins, également des gravures, et puis des œuvres, je pense notamment à celles en bleu, sur papier préparé bleu que vous voyez là, plus rares, moins connues de l'œuvre de Muzic. Et j'espère que ce soir sera aussi l'occasion de retrouver ou de découvrir des œuvres moins familières de cet univers-là autour duquel qu'a composé Muzic à partir de son expérience donc concentrationnaire. L'œuvre à laquelle Joseph a fait allusion, donc celle qui vient d'être donnée au Musée d'art et d'histoire du judaïsme par les époux Meyer, elle s'inscrit dans ce cycle, dans la partie donc picturale de ce cycle ici. Je vais montrer au fur et à mesure un certain nombre de détails que j'ai pris de cette peinture en particulier, pour essayer de mieux saisir à la fois la spécificité de la peinture de Muzic, la spécificité presque technique de sa peinture, mais également son inscription, j'y reviendrai une deuxième partie, l'inscription de son style, pour ainsi dire, dans une tradition picturale que revendique Muzic lui-même. Mais comme je le disais précédemment, ces figures de cadavres, parce que ce ne sont pas exactement des cadavres tout nus, mais bien des cadavres figurés, ces figures de cadavres lui viennent donc de son expérience concentrationnaire, de ce qu'il a eu sous les yeux, et qu'il a énormément représenté dans un état, disait-il notamment à Jean Clair, dans La barbarie ordinaire, l'ouvrage de Jean Clair sur « Nous ne sommes pas les derniers », qui est en quelque sorte complété par de longs entretiens entre l'historien de l'art et l'artiste. Il était fasciné donc par ce qu'il appelait des paysages de cadavres, et il s'estimait même, d'une façon évidemment provocante, mais qu'on doit comprendre, chanceux, comme peintre, je dis bien chanceux, comme peintre, d'avoir eu sous les yeux autant de cadavres à dessiner. Et donc il développe une idée, là aussi choquante, qui est qu'il y avait une forme de beauté dans ces paysages de cadavres qu'il avait sous les yeux. La deuxième fois qu'il reprend « Nous ne sommes pas les derniers », on retrouve, peut-être de manière plus littérale, moins allusive, ces cadavres-là, qu'il n'hésite pas, ça fait partie des œuvres accrochées de la Chambre du Duc, à empiler
parfois, sous une forme qui fait écho à un livre qu'il avait illustré, qui s'appelait Cadastre de cadavres, avec des formes qui sont non plus paysagères, mais c'est quasiment une sorte de cairn, de mastaba de cadavres ici, qu'il représente. Et puis si on s'approche de cette aquarelle, puisqu'il a commencé l'aquarelle pour peindre des vedute de Venise et des paysages, mais aussi plus tard des cadavres, quand on s'en approche, eh bien, on reconnaît ces visages de mort, ces visages qui ne sont pas encore des visages spectraux comme vont devenir certaines figures de Music, notamment la sienne propre dans les derniers autoportraits que je vous montrerai par conséquent à la fin, et qui sont des cadavres très proches de l'informel et proches peut-être aussi d'une forme d'expression et d'expressionnisme. Mais si je montre cette œuvre en particulier, c'est parce que j'étais très intrigué par le fait qu'elle comporte deux signatures, une à gauche, une à droite. Celle de gauche, eh bien, elle indique, ici, elle reprend le Arbeit macht frei des camps de concentration, dont Dachau, qui ornait un certain nombre de camps, dont Dachau, et elle indique une date qui n'est pas la date de réalisation du dessin, qui est la date de vision de ces cadavres, 1944-1945, comme si son dessin était en quelque sorte, je me suis permis une surimpression, hanté, vous le voyez, par la mémoire d'Auschwitz. Alors même que de l'autre côté, c'est-à-dire à droite de la composition, dans l'angle inférieur droit, il indique bien sa personne, Music, et une autre date, celle d'exécution de ce dessin. Et dans cet intervalle, 44 pour aller vite, 88, donc dans cet intervalle de 44 années, se situe en quelque sorte une sorte de moment de latence qui a nourri sa pensée, sa vision, disons, des camps, mais d'une certaine façon, et nous ne sommes pas les derniers en tant que titre lui-même y renvoie, le temps entre les deux périodes n'a pas passé chez Music. Vous le savez sans doute, c'est un sentiment qui étreint littéralement un très grand nombre de survivants, de rescapés, et qui s'en ouvre très directement. En littérature, je pense à Charlotte Delbo, avec Aucun de nous ne reviendra, et qui se conclut par Aucune de nous n'est revenue, y compris celles qui sont comme elle, effectivement revenues. Je pense à une autre artiste dont je reparlerai un peu plus tard, qui est l'artiste Romnichaya Stoïka, qui elle aussi peint son expérience comme si le temps n'avait pas passé. C'est-à-dire que d'une certaine façon, Music conjugue au présent le temps de sa remémoration. Et il dit « j'y suis » et non pas seulement « j'y étais », mais évidemment, le blanc entre les deux signatures eh bien, indique là aussi une forme de silence mémoriel extrêmement important, extrêmement éloquent. Je reviens donc à quelques-uns de ces dessins réalisés clandestinement au sein de Dachau, qui sont encore pour certains, comme celui-ci, dans les collections particulières, d'autres donc dans la collection de Bâle et d'autres encore dans la collection du Centre Pompidou, qui sont des dessins qui témoignent évidemment des camps, mais témoignent aussi du fait que, contrairement à beaucoup de témoins des camps qui ont dessiné dans les camps, Music, un peu comme Boris Staslitsky, qui a été exposé ici, avait une formation artistique avant les camps. Même si lui-même a considéré rétrospectivement qu'il n'est véritablement devenu artiste qu'au sortir des camps, à travers cette expérience-là de Dachau ici. Et ce qui est assez troublant, évidemment pour nous, c'est qu'au contraire de gens comme Staslitsky, au contraire de beaucoup d'autres dessinateurs dans les camps, il y a une forme de monomanie autour du corps mort, du cadavre chez Zoran Music. Il y a très peu de portraits, très peu aussi d'éléments circonstanciels, c'est-à-dire très peu de marqueurs physiques de où sont ces cadavres, où ils se tiennent. Alors parfois ils sont donc étalés sous une autre forme. Certains détails interpellent davantage, comme le bandage sur le bras avant gauche de la figure, la deuxième figure que vous voyez à droite ici de la composition. Parfois Music donc les place dans des boîtes, dans des cercueils, mais dans cette composition-là par exemple, en dehors des trois inscriptions, c'est-à-dire « Moi, Zoran Music, j'étais où à Dachau en 1945 »,
il est difficile de localiser précisément ces corps-là, ces morts-là. Autrement dit, il y a chez Music une forme d'effacement des repères spatio-temporels qui caractérisent le camp. Et cet effacement-là correspondrait aussi à une forme d'effacement ou de dissipation de la valeur testimoniale de son œuvre. C'est-à-dire que son œuvre n'a pas directement, pas uniquement une valeur testimoniale, puisqu'il ne cherche pas à produire des preuves de ce qui a été. Il cherche davantage à se concentrer sur des motifs qui donc l'obsèdent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pureté complète, ça ne veut pas dire que Music ne donne pas des indications. Vous l'apercevez ici dans cette composition, au lointain on aperçoit des lumières, des lampadaires qui éclairent les barrières du camp. Autrement dit, il donne des indications. Il représente également des scènes, des scénettes, mais c'est une proportion, disons, relativement rare des dessins qu'il réalise à cette période-là à Dachau. Et ces scènes, cette dimension potentiellement narrative et donc testimoniale des scènes que représente Zoran Music à Dachau, vont progressivement disparaître totalement en étant remplacées par une dimension beaucoup plus descriptive. Et même pour la série Nous ne sommes pas les derniers, je dirais une dimension constative, c'est-à-dire qu'on constate ce qui a été sans aucune forme de montée en allégorie ou de montée en conceptualité ici. Une œuvre comme celle-ci crée une sorte de pont visuel très direct entre les dessins des camps et ceux d'après les camps, puisque Music ici travaille sensiblement avec les mêmes médias, sensiblement avec le même souci de la délocalisation, et bien entendu, les blancs chez Music ont un sens qu'on va retrouver, y compris dans sa peinture. C'est-à-dire que toute une partie de l'œuvre graphique de Music, de son œuvre gravée et de son œuvre peinte, sont des œuvres littéralement désœuvrées, c'est-à-dire avec toute une partie où il laisse voir une part de désœuvrement. Quand je dis qu'il y a une forme de pont ou de continuité entre dessins des camps et dessins d'après, c'est que parfois, Music reprend très directement certaines scènes, y compris parmi les plus dures, comme cette scène de pendaison, dont il fait une gravure plus tard dans le cadre de Nous ne sommes pas les derniers, qui est en tout point la copie conforme du dessin qu'il avait réalisé à Dachau. À un détail près qui n'aura pas échappé aux plus sagaces d'entre vous, ce sont les inscriptions de numéros sur la poitrine donc du dessin de Dachau, qui permettaient une identification. Aux yeux des nazis, puisqu'il s'agit probablement d'un déporté soviétique sur lequel on inscrivait un numéro d'identification. Cet élément d'identification, cet élément, disons, circonstanciel, disparaît dans la version gravée une génération plus tard, 25 ans plus tard. Mais néanmoins, il y a une forme de reprise littérale, et non pas métaphorique ou métonymique, une forme de reprise littérale de cette figure-là, qu'il s'emploie même, puisque c'est exposé là aussi dans la chambre du duc, à démultiplier dans toute une série de représentations de pendus ici. Et qui, pour Music, je ne l'ai pas montré, je ferai des comparaisons avec des œuvres anciennes, antérieures, et des œuvres postérieures ensuite, mais cette figure-là, et on le voit, trouve sa source directe dans son expérience concentrationnaire, mais trouve aussi, je crois, une confirmation ou une source indirecte dans un tout petit dessin que peut-être que certains connaissent de Léonard de Vinci, qui représente un pendu, justement, qui est au musée de Bayonne, qui est conservé au musée de Bayonne. Et donc, il y a une sorte chez Music, souvent de fois, de confirmation des œuvres les plus importantes à ses yeux dans son expérience concentrationnaire et donc de contamination du regard. Je reviendrai sur ces aspects. Maintenant, je voudrais qu'on s'approche un tout petit peu de la peinture qui a été donnée hommage ici, pour justement apercevoir comment elle est peinte.
Donc là, on bénéficie, vous voyez, d'un grand écran qui permet de voir des détails. On est un peu trop près, hein, on ne peut pas normalement s'approcher autant. Mais vous apercevez de près que Music travaille en peinture un peu comme les graveurs disent en épargne, c'est-à-dire en travaillant la réserve. La toile nue, dont vous voyez nettement l'armure, qui est une armure de toile relativement grossière, cette toile nue, elle est parfaitement visible, et Music a en quelque sorte épargné, réservé toute une partie de son support, et est venu peindre par-dessus, c'est-à-dire que les formes adviennent par l'extérieur et non pas par l'intérieur. Le fond fait office, je dis bien fait office, de contour, alors même que ça n'est pas un contour ici. Puis il y a un détail, je montrerai des détails encore plus disons, rapprochés pour que ce soit plus clair. Il y a un détail qui n'est pas immédiatement perceptible, a fortiori en reproduction des œuvres de Music, c'est sa gamme chromatique. C'est-à-dire que l'œuvre de Music est colorée, y compris dans des œuvres qui, de loin ou a priori, en peinture, paraîtraient des œuvres en noir et blanc, alors même qu'il reprend une gamme chromatique très très variée, qui est à peu près la même, j'y reviendrai, que celle de ses paysages antérieurs, mais bien entendu en nombre bien inférieur ici. Quelques-uns de ces détails, donc, avec des jeux, y compris presque cruels, de rehaut de blanc. Vous voyez ce blanc crayeux qui, normalement, devrait avoir la fonction d'un rehaut, c'est-à-dire de refléter la lumière, qui en même temps paraît quasiment s'enfoncer ou contraster dans le fond, l'arrière-fond noir. Et puis, un dernier détail, omniprésent dans les figures de Music, c'est cette main rapportée à la base du cou, qui signe en quelque sorte la présence ou la quasi-présence d'un agonisant, d'un cadavre. Et il y a, selon une tradition là encore très ancienne, une insistance très nette de la part de Music sur le visage, ou plus exactement la tête, parce que ce ne sont très souvent pas des visages de type portrait, c'est-à-dire pas des visages reconnaissables, une insistance sur la tête et une insistance sur les mains ici. Dans les œuvres exposées dans la chambre du duc, celle-ci, par exemple, réitère de manière très très nette cette espèce d'excroissance des mains, sont des mains puissantes. Alors bien entendu, compte tenu de la photographie de Music que je vous ai montré au début, on pourrait dire que c'est un trait biographique. C'est-à-dire, Music avait des grandes mains comme ça, qu'il nouait de cette manière-là. Mais ce n'est pas suffisant, si vous voulez, ce trait biographique pour expliquer cette omniprésence de ces mains. Des mains qui s'entrelacent d'une manière qui indique bien la façon dont il, disons, mêle les contours entre eux, tout en ménageant, encore une fois, cette partie accrue de la toile que vous voyez là, qui correspond, je le disais, à sa propre représentation, c'est-à-dire y compris des œuvres qu'il signe comme étant des autoportraits. Alors, soit dit en passant, c'est une œuvre qui est conservée dans une collection particulière, mais je le signale, je ne sais pas s'ils sont là ce soir, c'est une œuvre qui est exposée en ce moment à la galerie Métamorphose rue Jacob, à Saint-Germain-des-Prés, où il y a une exposition de gravures, notamment, mais pas seulement puisqu'il y a cette peinture, de gravures de Zoran Music de toutes les périodes. Donc c'est vraiment une exposition à visiter. Et bien entendu, une œuvre comme celle-ci s'inscrit dans un répertoire de motifs, ce motif des mains noueuses, des mains nouées, que l'on trouve dans toute l'œuvre de Music, qu'il s'agisse de l'œuvre peinte ou de l'œuvre gravée, comme ici. Le musée de Saint-Étienne conserve, vous le voyez, une version qui ferait plus directement écho aux figures torturées des camps, aux figures d'agonisants des camps ici, avec là un effacement quasi complet du reste du corps. Ce sont les bras, les avant-bras, les mains et la tête qui composent ici le corps. Et du point de vue de la composition traditionnelle, les mains occupent la place de la tête, le centre de l'œuvre, dans cette composition. Mais ce qui est très frappant, peut-être en avez-vous déjà été frappé, c'est que ces mains-là, ces mains noueuses, ressemblent beaucoup dans le répertoire formel
de Music, aux branches noueuses des arbres qu'il peint dans les années, qu'il grave et qu'il dessine dans les années 1970, mais un peu postérieurement à Nous ne sommes pas les derniers. Et en l'occurrence, c'est peut-être pas un hasard non plus, ce sont des chênes lièges, c'est-à-dire des chênes qu'on écorche, dont on ôte l'écorce ici. Et il y a une forme de mise en équivalence chez Music entre ces formes végétales nouées et les formes humaines elles-mêmes nouées. Parfois, Music va très loin dans cette mise en équivalence, puisque par exemple cette œuvre, dont j'ignore où elle se trouve aujourd'hui, mais cette peinture, mais elle a été exposée, peut-être certains l'ont vue, pour la dernière grande rétrospective Music qui a eu lieu en France, que je n'ai pas signalée, je crois que c'était il y a 10 ans maintenant, au monastère de Brou, à Bourg-en-Bresse. Pardon ? 2009, merci beaucoup. Donc, ah oui, non, ça ne nous rajeunit pas, ça fait 16 ans. Oui, donc 2009, au monastère de Brou, cette œuvre était exposée, et elle était exposée recto verso, puisqu'au recto, vous avez ce motif végétal, comme il l'appelle, et au verso, c'est corps. Et la toile, quand on la regardait de près, là ma reproduction n'est pas bonne, mais la toile était de surcroît trouée. C'est-à-dire par endroits, elle était lacunaire, en sorte qu'il y avait des effets de lumière qui traversaient la toile. Vous voyez, elle était enchâssée, hein, c'est pas une toile libre, elle était enchâssée, mais il y avait des effets de lumière, et donc qui créent cette mise en équivalence, sur laquelle je vais revenir, indiquant que chez Music, y compris les paysages, y compris les motifs végétaux, sont déterminés, ça ne veut pas dire surdéterminés, mais déterminés en partie par sa vision omniprésente des cadavres des camps ici. Je vais y revenir, mais je reviens cette fois à ces mains-là. Ici, c'est une œuvre, donc je sais qu'elle est présente ici, que je remercie Nathalie Gaillard de m'avoir communiqué cette reproduction, parce que c'est une œuvre qui composera le futur musée du ghetto de Varsovie, qui est en configuration actuellement, qui, je crois, doit ouvrir à la fin de cette année, et qui comprend des œuvres à la fois de Chaya Stoïka, dont je vais parler, et de Zoran Music, et beaucoup d'autres œuvres, d'Arun Farocki, par exemple. Et on voit bien dans cette toile de petite dimension cette fois, cette omniprésence des mains, qu'on trouve également pour multiplier un peu les références de cette lithographie, par exemple de Music, qui ne travaillait pas seulement la pointe sèche, mais aussi la gravure lithographique, ou bien encore dans cette œuvre-ci. Or, cette main, elle n'a pas de véritable généalogie artistique. Elle a en revanche une généalogie historique. C'est-à-dire que cette main, elle provient directement des visions que pouvait avoir à Dachau, Music, des camps eux-mêmes. Je vais vous montrer une photographie à présent qui est dure à regarder, mais qui corrobore ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire que les innombrables cadavres découverts par les Alliés à Dachau, eh bien, vous le voyez, étaient alignés de cette façon-là. Donc je suppose que ceux qui déplaçaient, comme on l'a vu dans le dessin de Music, les cadavres, en les déposant par terre, leur rabattaient en quelque sorte les bras autour d'eux, en sorte, vous l'apercevez, que ces mains-là, cette forme-là, ce geste ou ce non-geste-là, eh bien, correspond à une part, disons, presque testimoniale, documentaire, de l'œuvre de Zoran Music. La différence avec cette photographie-là, c'est que Music représente les cadavres dans l'autre sens, c'est-à-dire de face. Je ne sais pas si vous voyez. Et je vais retourner la photographie, et c'est saisissant la différence entre les deux, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose de voir à cette distance-là, vous voyez, en plongée avec une vraie distance, un écart sur le sol, et de voir donc la même photographie, mais dans le sens des représentations qu'en donne Music, où tout d'un coup on se trouve en très très forte proximité, et là ça devient, je crois, littéralement irregardable. Ça ne l'était pas beaucoup plus avant, hein, je vous l'accorde, mais là ça devient extrêmement dur à regarder parce qu'on est dans un rapport de quasi face à face avec ces morts. C'est pourquoi quand les œuvres de Music imposent dans leur dimension, je disais, constative, une sorte de vis-à-vis avec les cadavres qui
est à la fois quasi inédit dans l'expérience que les Européens ont pu faire, mais inédit aussi dans l'histoire de l'art. Ce que je veux dire par là, c'est que si on compare les cadavres de Music à d'autres cadavres peints antérieurement, eh bien, ils sont à la fois les héritiers disons, cette tradition, il ne faut pas s'exprimer comme ça, mais cadavérique d'une partie de l'histoire de l'art, et en même temps, ils diffèrent très nettement des cadavres antérieurs. Ici, je pense en particulier à ceux de Goya. C'est pas une grosse surprise hein, comme transition. Je pense à ceux de Goya, tels que Goya les a notamment recensés. Il y a une forme de cadastre, de cadavre pour s'exprimer comme Music, dans les désastres de la guerre de Goya, dont je viens de vous montrer un détail, et donc voici la planche entière, qui s'intitule donc Enterré et terre, ici. Mais ces cadavres-là, chez Goya, ils ont quelque chose d'effrayant. Je vous ai épargné les cadavres les plus suppliciés que l'on trouve dans ce répertoire des désastres de la guerre, donc consécutifs à la guerre d'indépendance espagnole contre les armées napoléoniennes. Mais néanmoins, ces cadavres-là, on s'apprête à les enterrer, non pas à les brûler et à disperser leurs cendres. Ces cadavres-là ne sont pas cachectiques, ils ne sont pas dans un état de maigreur extrême. Et s'ils sont nus, c'est parce qu'ils ont été dépouillés par à peu près tous ceux qui y trouvaient quelques profits, vous le voyez, à dépouiller ces cadavres-là. Leur nudité est paradoxalement moins nue que l'extrême nudité des cadavres que peint et dessine Zoran Music. À ce titre, et c'est l'œuvre sur papier préparée au bleu dont je parlais tout à l'heure, il me semble que cette œuvre-là, très surprenante dans l'œuvre de Music, s'inspire quasiment dans ses formes. Vous le voyez de la planche précédente que je viens d'indiquer de Goya, avec une forme presque de dépouillement sur une table mortuaire. Alors c'est sans doute une sorte de travers ou de biais d'historien d'art, parce que en voyant, moi, en découvrant ce dessin, j'ai pensé, je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça me paraît presque obsédant, à Pontormo, à Jacopo Pontormo, c'est-à-dire à des mises au tombeau qu'on trouve notamment dans certaines des esquisses de Pontormo. Je ne parle pas du tout de sa peinture. Hein. Et c'est là, à mon sens, qu'il y a une très grande différence. C'est que si certaines esquisses d'artistes comme Pontormo peuvent presque constituer des précédents, un Christ mort, un enfant allongé, à certaines représentations de Music, ce style d'esquisse chez Pontormo ne passe pas dans sa peinture. Sa peinture finit en quelque sorte le style d'esquisse préparatoire. Chez Music, la peinture confirme le caractère esquissé, indéfini, des dessins préparatoires qui ne sont pas par conséquent exclusivement des dessins pour la préparation des œuvres. Et puis, dans ces représentations-là de corps chez Music, de cadavres chez Music, eh bien, il n'y a pas la dimension sociale, enterrer et se taire, faire silence et enterrer, que l'on trouve chez Goya. Et à ce titre, je voudrais juste citer, je ne citerai qu'un texte de quelqu'un, je crois, un petit peu oublié de l'histoire de la critique d'art, qui était Michel Conil-Lacoste, et qui, en 72, avait rendu compte dans le monde de l'exposition Music qu'il avait découverte, et qui voilà, produit quelque chose une réflexion qui me semble très juste, à la fois d'un point de vue artistique, mais aussi d'un point de vue historique. Ce charnier couleur de cendre et de charbon de bois occupe ici de longues cimaises où s'alignent les théories de corps qu'aucune main pieuse n'a rectifié en vue du cercueil. C'est quasiment juste pour ce membre de phrase que je donne cette citation ce soir, qu'aucune main pieuse n'a rectifié en vue du cercueil. C'est ça, la grande différence que constate, que consigne Zoran Music. Isolé, jumelé tête bêche ou empilé dans les attitudes d'effroi ou de protestation où une mort injuste les a saisis, poings convulsés, bouche d'ombre, orbite cave où l'étonnement sans ténèbres.
Bon, ça dit le niveau déjà d'écriture de ce critique d'art. Et ça dit aussi à quel point il est possible, d'un point de vue de l'écriture sur ce type d'œuvre-là, de ne pas distinguer, disons pour aller très vite, la forme du contenu, c'est-à-dire la mémoire dont une œuvre comme celle-ci est porteuse, des formes par lesquelles cette mémoire est transmise ici. Je donne quelques autres exemples, notamment d'œuvres qui, celles-ci, sont conservées au CNAP ou bien au Musée national d'art moderne ici, parce que ces œuvres-là, justement, confirment qu'il y a une forme d'échange permanent, de perméabilité chez Musich, entre la représentation des cadavres eux-mêmes et la représentation des paysages de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a dans les paysages de Musich, bien une sorte de mémoire des cadavres qui se trouvent dans ces représentations ou dans ces figurations de cadavres ici. Les cadavres sont littéralement, et la plupart des témoins rescapés, notamment à l'ouverture des camps, y ont insisté, ce sont littéralement des montagnes de cadavres. Et donc Musich, encore une fois, transfère cette littéralité dans les montagnes elles-mêmes. Ou bien, et c'est peut-être plus surprenant, ou là peut-être une projection de ma part, mais il y a comme une sorte de fosse commune, de champs de cadavres qui cernent les vues de ville, y compris celle de Paris, que l'on trouve par exemple dans cette œuvre tardive de Musich ici, qui a pourtant commencé très tôt à réaliser des représentations de vues, donc de vues urbaines, notamment dans 2 dessins qui sont exposés à la galerie Métamorphose que j'évoquais, qui sont très très rares. Apparemment, la plaque de celui-ci ou du second a été perdue, donc ce sont des épreuves quasi uniques. Et vous le voyez, donc il s'agit de la gare de Zurich. Et en discutant avec certains qui sont présents ici, en échangeant et autour de ces dessins, ce qui est très frappant, c'est qu'il y a ces 2 aspects que j'évoquais. Il y a un aspect qui renvoie, je vais y venir, à l'influence de Paul Klee, qui est assez, je crois, évidente pour celles et ceux parmi nous qui connaissons Paul Klee. Et simultanément, le petit motif en frise que vous voyez dans la partie inférieure de la composition, qui renvoie dans l'esthétique de Klee à sa passion qu'il a découverte en 1910 pour les tapis, donc pour ces franges de tapis, simultanément ici, chez Zoran Musich, compte tenu de ce que l'on sait, parce qu'on est en 48, on pourrait quasiment y projeter des wagons à bestiaux ici, représentés de manière extrêmement schématique ici. De la même façon, voilà, c'est l'autre représentation de la gare de Zurich, donc toujours de 1948, que je me suis permis de rapprocher, mais là juste à titre illustratif, d'une gare gravée par Paul Klee et qui montre qu'il y a une esthétique voisine. Ce qui est très frappant dans ces années-là, la fin des années 40 et le début des années 50 que j'évoquais au début, c'est que chez Zoran Musich, il y a tout un pan de son œuvre qui est qualifié à l'époque où il l'expose de byzantin. Ça, c'est un peu le topos commun, à peu près toutes les critiques d'art qui paraissent sur Musich dans les années 50, parce qu'évidemment, il vient d'une région qui ressemblerait à Byzance dans l'esprit manifestement de certains critiques d'art français. Et donc, il y a une part de primitivisme revendiqué dans l'œuvre de Musich, dont cette œuvre quasi un peu totale, qui est une salle à manger que Musich avait intégralement décorée, vous le voyez, ornée, pour les sœurs Dornacher, en Suisse, juste à côté de Zurich, en 1950, et qui a été récemment, on a détaché ces fresques-là pour les reconstituer, et, dans le cadre d'une restauration complète de la Villa Dornacher. Et donc ça crée, vous le voyez, cette espèce de cube pour exposition, dans lequel les fresques ont été remarouflées sur ces murs-là. Évidemment, quand moi j'ai vu découvert cette photographie-là, j'ai tout de suite pensé à celle-ci, c'est-à-dire à d'autres fresques, vous en doutez, qui sont celles des peintures noires de Goya, qui avaient tant marqué Zoran Musich quand il était court en 1935-1936 au Prado, et a fortiori celle qui constitue une sorte de clé de voûte
mystérieuse de ces fresques. Ces fresques de la Quinta del Sordo, de la maison du sourd de Goya, qui est ce chien dont on ne sait pas s'il nage à contre-courant, s'il est enfoui, et qui traduit une forme presque, à mes yeux, de fin de l'histoire de l'art, comme s'il fallait tout reprendre à partir de ce chien. On trouve des références à ce chien chez un artiste survivant que j'évoquais tout à l'heure, comme Miklos Bokor, mais il me semble que la palette que Connie Lacoste décrivait tout à l'heure, la palette de musique, y compris dans ses chevaux, eh bien, traduit et trahit à la fois cette influence de la fresque goyesque, même si c'est un peu comme si musique ici, associait Goya et Paul Klee, d'une certaine façon. Je pense à certaines représentations chez Paul Klee de chevaux, et à une forme de primitivisme revendiqué, je le disais, que l'on trouve évidemment dans l'œuvre de Paul Klee, et qui est très frappante dans l'œuvre d'une autre artiste survivante que je mentionnais tout à l'heure, qui est Chaya Stoïka, qui est une artiste romnie, qui appartient au sous-groupe rom qu'on appelle les Lovara, qui s'appelle les Lovara, et qui étaient des éleveurs de chevaux. Et tout un pan de l'œuvre de Chaya Stoïka qui se remémore la vie avant le nazisme, c'est-à-dire qu'elle est née en 1933, donc toute son enfance, sa prime enfance ici, c'est une représentation heureuse dans laquelle, autour de la roulotte, ne manquent jamais ces fameux chevaux ici. Et Chaya Stoïka a suivi un processus de remémoration de son enfance, donc j'ai oublié de le dire, mais elle est née en 1933, elle a vécu en clandestinité à partir de 1941 et elle a été déportée en 1943 avec une partie de sa famille à Auschwitz-Birkenau d'abord, puis à Ravensbrück, puis à Bergen-Belsen, d'où elle a été libérée. Et elle est rentrée à Vienne, puisqu'elle était autrichienne, avec sa mère à pied, en 4 mois, à Vienne. Et ensuite, elle est devenue colporteuse de tissus. Et quand elle a gagné un peu plus d'argent, c'est pas un hasard à mon sens, elle est devenue marchande de tapis. Et donc je pense qu'il y a un lien entre, évidemment, ce que je vous disais sur les tapis tout à l'heure, et dans les années 90, début des années 90, elle se met à se remémorer, une fois qu'elle est à la retraite, en poème, en musique, en peinture également, son expérience. Le moment où, vous le voyez, eh bien, les nazis arrivent, s'emparent des Roms ici. Elle se remémore aussi sa déportation à Ravensbrück, avec les gardiennes que vous voyez là, selon un principe, là encore, à la fois de compression de la temporalité. Ce sont des œuvres qui, par leur chromatisme, indiquent quasiment qu'elles sont au présent, qu'elles ont été peintes au présent, indiquent qu'elle est une enfant de 10 ans quand elle peint, alors qu'évidemment, dans les années 90, elle n'est plus cet enfant de 10 ans-là, mais indique aussi dans la composition qu'elle s'inspire aussi de ces compositions de Paul Klee que j'évoquais, dont le tapis de souvenirs serait un peu emblématique ici. Et progressivement, elle remplace dans sa palette les roulottes par des baraquements qui ont valeur dans le télescopage qu'elle produit, de crématorium aussi. La particularité de Chaya Stoïka, c'est qu'elle suit une trajectoire qui est très proche de celle de Music dans le processus, très proche de son primitivisme, même si elle est autodidacte. Et quand elle se rapproche des camps, eh bien, elle change radicalement sa façon de représenter les cadavres. C'est-à-dire que, vous le voyez, elle passe à l'encre de Chine, au lavis d'encre de Chine, pour représenter des cadavres. J'attire votre attention sur un détail omniprésent dans l'œuvre de Chaya Stoïka. C'est dans l'angle inférieur droit, cette petite branche, qui correspond à une branche qu'elle a découverte dans le sol en grattant le sol de Bergen-Belsen à un moment où elle mourait de faim. Elle l'a cassée, elle en a sucé la sève, et ça lui a redonné le goût de la vie. Et donc cette branche double systématiquement chez Stoïka sa signature, un peu comme une impresa chez les peintres renaissants. Et ce qui me frappe évidemment ici, c'est qu'au contraire de Music, elle n'expose pas les cadavres tout nus, elle les recouvre de cette petite branche. Vous voyez, comme si elle déposait une fleur, ou comme si elle essayait de masquer, de diminuer l'extrême nudité
des cadavres et l'extrême vulnérabilité de ces cadavres en posant sur eux cette branche qui l'a sauvé, disons, dans sa mythologie personnelle. Chez Music, au contraire, là je montre des détails, la toile est accrue, et là aussi, cette capacité de jouer sur la toile accrue, de jouer sur des toiles avec, donc non préparées, avec des armures relativement grossières. Donc là, je vais vraiment multiplier les détails, on dirait un examen de restauration. Ici, voilà, pour montrer à la fois cet aspect éparse et la façon très particulière, donc vous le voyez, qu'il a de poser presque à sec, lui qui était pourtant fresquiste, presque à sec la peinture sur ces toiles-là, qui renvoie là aussi à toute une tradition primitiviste que l'on trouve notamment chez Joan Miró, par exemple. Vous le voyez, simplement, vous le devinez aussi, Music, il reprend un certain nombre de techniques du type de celle de Miró que vous avez sous les yeux. Ce ne sont pas des formes oniriques, ce ne sont pas des formes imaginaires qui peuplent les toiles de Zoran Music. Bien entendu, là aussi, on pourrait penser à Paul Klee, à la façon qu'avait Paul Klee de travailler sur des toiles relativement grossières, et chez Paul Klee même de doter certaines semences du champ de la toile pour provoquer plus tard, comme vous l'apercevez ici, vous voyez, un relâchement de l'armure. Et simultanément, il y a toujours chez Klee cette espèce de puissance chromatique qui vibre avec la toile, comme si il avait empreint littéralement son support, son subjectile de peinture, selon un principe qu'à Venise, on a appelé plus tard cette vibration de la couleur le tonalisme vénitien, que Music lui-même reprend dans des compositions de vedoutées quasi géométriques, comme ici. Et là, il n'y a peut-être pas besoin de très très bien connaître Venise pour voir qu'il s'inspire très directement des effets produits par la mosaïque, par les mosaïques vénitiennes, en particulier évidemment à Saint-Marc, qu'il s'inspire effectivement d'une tradition qui est notamment d'origine byzantine et réadaptée, réacclimatée par les Vénitiens. Music disait qu'il avait eu trois peintres qu'il a toujours regardés, Goya, évidemment, mais aussi Titien, et je viendrai au troisième, qui est Rembrandt, peut-être l'avez-vous deviné. Et Titien, ici, dans cette Pietà, qui est une Pietà de la dernière manière du Titien, qui est la plus proche de celle de Music, qui admirait énormément cette dernière manière, vous le voyez ici, reprend picturalement cet effet tonaliste donné par les mosaïques, qui, 70 ans plus tôt, chez Giovanni Bellini, sont de la pure lumière. Là, c'est une lumière mordorée, littéralement d'ombre chez Titien, et la figure, évidemment, de son Christ mort, là, ferait penser à certains corps de Music. Dans certaines représentations doubles, avec Ida Barbarigo, comme dans l'atelier ici, Music reprend ce tonalisme, donc avec non pas un bleu, un aplat de bleu, mais un mouchetage de bleu qui vibre et qui crée cette forme de chatoiement très particulier, une sorte d'hétérogénéité du bleu qui ferait penser presque à des effets de reflets sur l'eau, et simultanément, s'il lorgne du côté du tonalisme vénitien, la composition, évidemment, lorgne très nettement du côté de Velázquez, c'est-à-dire des Ménines de Velázquez en particulier. Et la façon dont Music traite cette peinture très fine, très finement posée, et presque de manière sèche, lisée, économe, parcellaire, et je le dirais à la fin, lacunaire, elle ressemble assez à certaines interprétations qu'on fait de Velázquez des artistes, des peintres contemporains. Je pense à Marc René, qui a une exposition à la piscine de Roubaix dont il est originaire avec la Ménine blonde. Vous voyez une forme d'assèchement de la figure source, en l'occurrence ici. Mais en fait, si on regarde certains détails de la peinture de Velázquez, on s'aperçoit qu'il y a aussi chez Velázquez, vous le voyez, des zones d'épargne, des zones épargnées, et que Velázquez peint avec le contraire d'un empâtement, mais avec une forme d'assèchement de sa palette chromatique.
C'est-à-dire que là encore, Music opère non pas une synthèse, mais une sorte de mélange entre Goya, du point de vue des motifs, Velázquez, du point de vue de la façon de poser sa peinture. Et même, on peut supposer qu'il a regardé de très près un certain nombre d'œuvres, comme chez Corot, qui posent, vous l'apercevez, alors peut-être dans ce détail c'est plus net, qui pose, vous le voyez, de manière mouchetée, de manière esquissée, une palette chromatique qu'il mélange en quelque sorte à ces zones qui sont quasiment jamais des zones d'aplat et où, quand les branches meurent dans le ciel, eh bien, elles meurent graphiquement dans ces représentations-là. C'est une façon de travailler assez voisine, une façon de peindre assez voisine de ce qu'on peut trouver, donc là, dans ces détails-là, que je vous montre chez le troisième maître de Music, c'est-à-dire chez Rembrandt, qui utilise pour représenter un ciel d'orage, une sorte de putoisage ici, qui laisse en grande partie le support de bois visible. C'est-à-dire que en fait, le ciel d'orage, c'est le bois visible ici, ce qui n'empêche pas chez Rembrandt, évidemment, sa peinture d'être chromatiquement très très variée, très diverse. Et c'est sur cet aspect, pour revenir à Music, que je voudrais également mentionner. Si l'on regarde de très près certains des détails de la peinture exposée dans la chambre du duc, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une couleur de prédilection de Music, qui est le mauve, qui est presque omniprésent dans ses œuvres, mais il y a aussi du jaune. Il y a également des bleus-gris, des oranges, des traces de blanc, des traces de rouge ici. C'est-à-dire qu'il y a chez Music, dans ces détails, une sorte d'échantillonnage chromatique de l'ensemble de la palette qu'il utilise. Pour prendre un exemple de cet échantillonnage, dans La Terre écrit la Terre, donc ici par exemple, on aperçoit, c'est peut-être mieux en détail, vous voyez une sorte d'échantillonnage qu'il va répartir, enfin qu'il répartit dans les œuvres qui n'ont pas pour sujet les montagnes, mais bien pour sujet les cadavres ici, avec des effets, vous voyez, de fond intermédiaire, comme autour de cette figure, qui peuvent être soit bleutés, soit franchement noirs, comme dans cet autoportrait, où vous le voyez, on devine cette main qui vient des camps, qui est à peine esquissée, mais on la devine, et qui, dans toute une série d'autoportraits de la dernière période, plutôt de la fin des années 80-90 de Music, prend une toute autre valeur, puisqu'elle devient une main typique de la mélancolie. Évidemment, je soupçonne Jean Clair d'avoir été passionné par ces représentations-là de Music, placées sous le sceau, évidemment, de la mélancolie ici. Je soupçonne également Zoran Music d'avoir été particulièrement frappé par une des grandes peintures de la mélancolie chez Rembrandt, qui est le Jérémie lamentant sur la chute de Jérusalem du Rijksmuseum d'Amsterdam, qui, alors là, je n'ai pas fait le détail, mais vous l'apercevez peut-être, la figure de Jérémie est auréolée littéralement d'un réchampi bleu-gris, bleu clair, comme on les trouve dans les fonds intermédiaires de Zoran Music, qui a beaucoup voyagé à Amsterdam. Il était très ami avec Willem Sandberg, qui était un des directeurs du Stedelijk Museum, donc le musée voisin du Rijksmuseum, qui a donné des œuvres de Music plus tard au musée d'Israël à Jérusalem. Ça, c'est pour la partie muséographique de mon exposé. Certaines œuvres, donc, comme celle-ci, eh bien, accroissent et diffusent en quelque sorte le fond intermédiaire présent chez Rembrandt et en font un fond absolument générique, dont ne sont rehaussés de ce fond que cette tête crâne avec ce blanc crayeux, ce blanc osseux, dit-on en espagnol, et ses mains qui ressortent, et que Music transpose, y compris pour représenter son épouse, Ida Barbarigo, avec une sorte d'auréole de sa chevelure rousse qui vient créer une forme de contrepoint, et que l'on retrouve également dans L'Homme brisé, qui
constitue, c'est l'œuvre que j'évoquais implicitement tout à l'heure, qui est le point de départ de ma recherche sur l'art d'après Auschwitz, puisque c'est à partir de cette œuvre que j'ai découvert Nous ne sommes pas les derniers, c'est dire mon ignorance de musique quand j'ai découvert cette œuvre, et c'est aussi pour ça qu'elle figure au début des 3 ouvrages, et que cette autre œuvre fait office d'illustration de couverture du dernier ouvrage. Mais ça, ce sont des œuvres, vous le voyez, qu'il a repris. Entre la fin des années 80 et la fin des années 90, sa production s'arrête quasiment en 97-98 ici. Et les œuvres, les dernières œuvres de la vie de musique sont encore plus allusives, encore plus... il n'y a presque plus rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien, mais elles sont presque plus informelles, on ne reconnaît que des formes. Là, c'est le détail des mains. Vous le voyez, qui sont noués ici, le détail, cette fois, de la tête, qui est une sorte de forme quasi indiscernable de son fond, où on peut dire indiscernable n'était encore une fois cette espèce d'embut de gris-bleu et de blanc. Et cette évolution de l'œuvre de musique, elle se retrouve y compris sur des motifs comme celui des vedute, entre la pointe de la douane de 1982 et cette vue de Venise de 1999, eh bien vous voyez qu'il y a là aussi une forme de dissipation générique et générale des motifs que Music avait déjà expérimenté auparavant, mais sans en être complètement satisfait, puisqu'il s'était un peu dans la lignée de certaines vues de terre du Buffet, il s'était orienté vers des formes de paysages quasi abstraits. Alors on le sait, dans l'histoire de l'art, le motif du paysage a favorisé une approche vers l'abstraction, notamment chez Turner, mais là c'est pas du tout du Turner, mais il y a quelque chose là qui se rapproche donc de l'abstraction, et Music n'a jamais été complètement convaincu par ce passage définitif à l'abstraction. Il n'a jamais sauté complètement, enfin les fois où il a sauté le pas, ça ne l'a pas satisfait. Et il s'est tenu plutôt à des œuvres comme celle-ci, qui restent extrêmement allusives et dont l'économie des formes eh bien, continue d'être informée par des représentations de cadavres qui parfois peuvent se limiter à une tête, ici, une tête prise, vous le voyez, dans une sorte de flaque qui n'illustre pas une flaque, mais qui figurerait une flaque. Et l'œuvre de Music a ceci d'à la fois contemporaine et d'à la fois ancienne, qu'elle paraît, comme disent les restaurateurs, lacunaire, comme s'il lui manquait des éléments, comme si elle avait été prématurément vieillie. Un peu comme on a pu dire que les sculptures de Giacometti ont quelque chose d'archéologique dans leur caractère érodé ici. Et ces œuvres-là font presque penser à des œuvres abîmées comme La Nue de Giorgione, cette fresque donc éminemment lacunaire, exposée aujourd'hui à l'Accademia de Venise, et ces formes inachevées sur lesquelles Music a énormément travaillé, et bien dans cet inachèvement, dans ce désœuvrement, c'est là, dans ces formes, que se loge d'une certaine façon la mémoire de sa déportation, la mémoire d'Auschwitz de manière plus générale. Et je pense aussi à certaines des fresques de Buffalmacco qui ont été, dont les bombardements ont révélé ce qu'on appelle les synopiés, c'est-à-dire le dessin sous-jacent, le dessin préparatoire fait à la sanguine, comme ici. Et si je pense à cette figure en particulier, c'est parce que cet épisode-là de la révélation des synopiés, Claude Simon en parle dans l'un de ses livres, mais aussi parce qu'elle représente une figure à laquelle Jean-Clair est extrêmement attaché par rapport à Music, qui est sa figure quasi testimoniale, qui est sa figure du Viandante, qui est une sorte de pendant, mais déromanticisé du Wanderer allemand, puisque le Viandante, c'est alors ce qu'on appelle en français normalement un cheminot, mais EAU à la fin, celui qui va par les chemins, un quasi-clochard, celui qui dort sous la cloche, sous la lune.
et qui simultanément indique la façon dont Music a été, disait-il, un homme senza fissa dimora, sans domicile fixe en quelque sorte. Et la figure du viandante est, à mon sens, une sorte d'envoi que laisse Music derrière lui à propos de ses œuvres et de ses œuvres prises, je le disais, dans le sillage de son expérience concentrationnaire. Je vous remercie beaucoup et je serai évidemment très heureux de répondre à présent à vos questions. Merci. J'ai une question. Est-ce que vous pourriez revenir un tout petit peu sur les conditions qui ont permis à Music de faire des dessins encore? Oui, alors d'abord, comme je l'indiquais, il arrive tard. Relativement tard dans l'histoire du camp, c'est-à-dire à un moment où des réseaux internes au camp ont pu relativement se constituer et donc s'auto-défendre un certain nombre de choses. C'est ce que l'on a observé aussi à Buchenwald dans le cas de Boris Staslitsky, c'est-à-dire qu'il est assez probable, Music n'adhère pas au communisme, mais il est assez probable qu'il va même devoir quitter la Yougoslavie de Tito parce qu'il risque justement d'avoir des problèmes pour ne pas avoir adhéré pendant sa déportation à Dachau. Mais il a sans doute bénéficié néanmoins de ces réseaux de résistance interne. Il est aussi affecté à l'infirmerie, ce qui lui permet notamment d'avoir davantage de temps libre et accès à un certain nombre de supports matériels. Et puis, l'essentiel de ces dessins, il les réalise vraiment à la toute fin, c'est-à-dire quand il n'y a quasiment plus de gardiens présents, quasiment plus de surveillance exercée, et qu'il est, si j'ose m'exprimer ainsi, en gros, libre de dessiner des cadavres qu'il a sous les yeux pendant plusieurs jours. Et c'est ce qui explique qu'on estime qu'il y en a à peu près 200 de ces dessins qui ont été réalisés, donc c'est colossal comme corpus. On n'en a pas 200. Un certain nombre d'entre eux ont très clairement été détruits ou disparus à Dachau dans différentes circonstances. Mais on sait aussi que Music en a rapporté, donc un certain nombre avec lui après la déportation. Donc vraiment, il y tenait particulièrement. Enfin, je veux dire, il en a rapporté une liasse significative. Et là, c'est quelque chose d'un peu fou. Enfin, comme vous le savez, pas très. Enfin, tout est fou de toute façon, mais il a donné des dessins à Marcus Smith, qui était un médecin militaire américain qui l'a soigné sur place. Sauf que Marcus Smith, en question, ne savait pas qui lui avait donné. Et donc, dans les années 80, Smith a publié ses mémoires en reproduisant certains dessins de Music qu'il avait donc dans sa collection personnelle. Et c'est là que le lien a été fait avec Zoran Music, parce que Music ne se souvenait pas en avoir donné de ses dessins à Marcus Smith. Donc voilà, c'est les méandres aussi des raisons pour lesquelles on dispose d'un corpus significatif aujourd'hui de ces dessins-là. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bravo pour l'exposé. Une question connexe. Vous avez mentionné Bokor, que j'aime beaucoup. Et il y a, vous savez sûrement, à Martel, dans le Lot, cette chapelle qu'il avait acquise et peinte, et dont il a fait une espèce de Gesamtkunstwerk. Et je sais que, bien sûr, Bokor est mort, sa veuve est morte, leur fils est mort. Est-ce que vous savez où ça en est, si ça va être acquis par le MAGE, par le mémorial, par je ne sais qui? Alors, je ne suis pas le bon Paul pour poser la question de l'acquisition, en l'occurrence. Non, je ne sais pas. J'ai vu passer des informations sur un financement de restauration, je crois, de cette chapelle, il n'y a pas très longtemps, mais je ne sais pas. Sur la chapelle de Miklos Bokor. Je peux pas beaucoup répondre. En l'occurrence, on s'était posé la question avec Annette Becker qui intervenait juste avant, qui vous posait ces questions jusqu'avant, de ce qu'on pouvait faire. Je dois dire que, un peu débordé par l'activité du musée, pour ma part, je suis resté inactif. Je le regrette. Ça ne peut en aucun cas être le musée, c'est pas dans ses missions à proprement parler. Ce qu'on avait envisagé à l'époque, c'était de susciter une acquisition de la chapelle de Bokor par les collectivités territoriales, de manière à ce qu'elle soit conservée et mise en valeur.
Et pour ma part, je ne sais pas si Annette le sait, mais enfin, je ne sais pas si Annette a des informations nouvelles, mais moi, je ne sais pas ce qu'il en est depuis qu'on avait évoqué ce dossier. Ce que je peux dire, c'est qu'on a acquis en vente publique il y a l'an dernier, me semble-t-il, une série de dessins à la vente de l'atelier, puisque les héritiers, un peu indirects, hein, je crois, Paul, ont mis en vente à Drouot la totalité, enfin, une partie très importante de l'atelier. Je ne peux pas dire mieux. Je ne sais pas si Annette veut compléter. Moi, j'avais envie de revenir à une question, alors pas une question d'interprétation psychologique des œuvres, parce que je comprends vos réserves par rapport à ça. Je voudrais au passage d'ailleurs saluer le formidable travail que vous avez fait devant nous, hein, à la fois de mise en relation avec l'histoire de l'art, d'analyse formelle, d'analyse technique. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et très beau. Mais est-ce qu'on sait, et alors j'ai trouvé la comparaison avec Seija Stojka très intéressante, très éclairante, même si formellement c'est très différent, évidemment. Absolument, oui. Est-ce que dans ses écrits, est-ce que dans les échanges avec Jean Clair ou avec d'autres auteurs, il revient sur le fait que, précisément, ils reviennent à ce motif 30 ou 40 ans après Dachau? Oui, absolument. Alors, comment dire, il y a sans doute là, pour le coup, des raisons liées à sa personnalité, mais ce que lui évoque, c'est pas sa personnalité, c'est ce souvenir donc très frappant que je n'ai encore une fois oublié d'évoquer, qui est au moment de la libération, un de ses compagnons, un de ses co-déportés, lui dit, qui est communiste, lui dit justement, tu vas voir, Zoran, nous sommes les derniers à connaître ça. Et 25 ans plus tard, Music est obligé de se rendre à l'évidence. Non, nous ne sommes pas les derniers. Alors évidemment, on ne parle pas là de la Shoah, on parle de l'expérience concentrationnaire, mais Music dit explicitement que ce qui lui a fait prendre conscience qu'ils n'étaient pas les derniers au pluriel à vivre ça, c'est d'une part la guerre d'Algérie et de l'autre la guerre du Vietnam. Et évidemment, il y a quelque chose de lié à cela, c'est-à-dire que comme chez Antelme, comme chez Delbo, la guerre d'Algérie ou la guerre du Vietnam réactive la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, la mémoire concentrationnaire chez lui, suivant un procédé qui a été très bien mis en valeur par un certain Michael Rosberg, dont Luba Jorgensen est la traductrice en français, que Rosberg a appelé la mémoire multidirectionnelle. Donc dans le cas français, il a analysé un peu précisément comment la mémoire de la guerre d'Algérie avait créé une sorte de court-circuit, mais qui réactivait le circuit de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup pour cette très émouvante présentation. Juste une petite remarque, mais qui est peut-être déplacée. Cette attitude des mains très particulière, avec cette flexion particulière dont vous avez dit qu'il n'y avait pas de précédent dans l'histoire de l'art, c'est possible. Mais en tout cas, il y a quand même toute la série des dessins de la Salpêtrière des Hystériques, où il y a énormément justement de cette attitude très étonnante, où les mains sont fléchies comme ça et dirigées vers la personne comme une sorte de... je sais pas de protection, mais enfin, il y a une sorte de retour fœtal quasiment dans ses mains. Ça, c'est la première chose, c'est juste une remarque. Par ailleurs, puis vous avez parlé du côté allusif de la peinture, et ça m'a fait souvenir, je crois que c'est Solaire, c'est pas une référence forcément, mais qui dit que la littérature, c'est l'avenir d'une allusion. Et là, on pourrait dire c'est le passé d'une allusion. C'est-à-dire, c'est vraiment l'allusion, c'est pas ce que ça va engendrer, c'est le retour en arrière. Voilà, c'est simplement une... sur ce... Non, vous signalez là quelque chose d'effectivement important. Je pense que, je ne sais pas de quelle mesure, là aussi, Music connaissait cette iconographie, qu'on appelle maintenant l'iconographie de la Salpêtrière, mais moi, en tout cas, j'aurais peut-être dû y penser, et vous avez parfaitement raison. Et en fait, pour peut-être préciser ma pensée sur cette notion d'allusion, c'est que dans ce troisième et dernier volume de l'histoire de l'art d'après Auschwitz, je suggère que la plupart de ces artistes, dont Music,
ne produisent pas une montée en allégorie de leur expérience. Ils restent à un niveau très constatif, je le disais, et par conséquent, ils développent en lieu et place de l'allégorie, du registre allégorique, un registre allusif. Et c'est ce qui rend, à mon sens, la mémoire d'Auschwitz si difficile et si à déceler dans l'art d'après Auschwitz. C'est parce que beaucoup d'artistes, dont encore une fois Music, n'y font pas une référence explicite, n'y font pas une référence qui dévierait vers le registre de l'allégorie, même si ça peut être le cas si on pense encore une fois à Tassinski, mais ils s'en tiennent à un registre allusif, c'est-à-dire qu'ils font allusion à cette époque-là. Et pourquoi j'insiste aussi sur ce mot? Parce que, évidemment, allusion vient de jouer, de ludere en latin, et il me paraît extrêmement important de garder à l'esprit que des artistes comme Zoran Music n'abandonnent pas ce que Michel Foucault a appelé à un moment le jeu de la peinture. C'est-à-dire qu'il continue à jouer avec la peinture, il continue à peindre. C'est pas parce que sa peinture est désœuvrée qu'il renonce à l'art. À aucun moment il ne renonce à l'art. Et la plupart des artistes d'après Auschwitz ne sont pas des artistes qui feraient du non-art au sens... une sorte de renoncement total à l'art. Ils continuent à jouer avec. Et même des artistes qui n'ont rien à voir avec Zoran Music, en tout cas biographiquement et dans leur forme d'expression artistique, comme Gustav Metzger sur l'art autodestructeur, c'est pas un renoncement total à l'art. Ils continuent à jouer avec les images, ils continuent à jouer avec les représentations. Et donc, je crois pas que l'art d'après Auschwitz soit allégorique. Je crois que cet aspect-là, c'est en grande partie tari. Mais par contre, il continue à être allusif. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être conclure en vous remerciant infiniment, Merci. Paul. Et peut-être en rappelant le travail absolument magnifique que vous avez fait dans ces 3 volumes publiés par l'Atelier Contemporain, qui est un éditeur qu'il faut saluer au passage. Absolument. Parce que c'est vraiment une entreprise d'édition époustouflante. Merci beaucoup. Absolument. Merci infiniment. Merci à tous. Et donc, très belle soirée. Merci beaucoup.